Un autre regard sur la bipolarité. Il n'y a pas de honte à préférer le bonheur. Par Benjamin Némopode. Partie numéro 2. Coulommiers. À la suite de mon renvoi de Dupré, je me souviens vaguement avoir atterri dans un grand hôpital psychiatrique affreux. Que des vieux désabîmés, déambulants. Laissés là. Mes parents m'ont fait rapidement sortir, et j'ai été hospitalisé près de chez eux, à Coulommiers. C'était nettement mieux. J'étais choqué des derniers événements, mais je n'allais pas si mal. Le médecin était intelligent. C'était à la campagne, et j'étais libre de sortir dans le parc. Je me demande même s'il était clôturé. Très vite, j'ai eu une chambre seule, et avec télévision. Si, pas mal de confort. Aux entretiens, je citais des grands auteurs et je me suis rapidement senti mieux. Je veux dire mieux qu'à Dupré même. Presque revenu à une humeur normale et reconnue. Il y avait aussi un psychanalyste qui venait le mercredi. Je devais le voir. Je dois dire que j'étais un peu considéré à part, je pense, par le médecin. J'étais un jeune brillant, si l'on peut dire, cultivé et sortant des classes préparatoires. Il a pris particulièrement soin de moi. Le psychanalyste ne m'apportait pas grand-chose, et c'est pourtant lui que j'ai revu ensuite dans son cabinet parisien. Il est difficile de décrire un hôpital psychiatrique car en fait aucun ne se ressemble. Celui-ci était grand, clair et en bon état. Les patients étaient pour la plupart des chroniques. Je m'étais pris d'une certaine affection pour certains. Il y avait des fans de Johnny Hallyday. Il y a souvent des fans de Johnny Hallyday dans les hôpitaux psy. Je n'en tirerai aucune conclusion. Des débuts d'Alzheimer aussi. Et aussi un dénommé Robert, grand fumeur. Robert était la plupart du temps enfermé en isolement, mais chaque matin il le sortait. Il avait alors droit à un paquet de cigarettes, des gauloises je crois, qu'il fumait en continu pendant environ une demi-heure, assis sur une chaise, allumant chaque cigarette avec le reste de la précédente. Il fumait sans cesse, une à une tout le paquet. Il passait le reste de la journée à en réclamer d'autres aux autres patients ou visiteurs. Il ne parlait pas, mimait juste continuellement le geste de fumer à tous ceux qu'il croisait. Telle était sa vie. Je ne sais pas depuis combien de temps il était là, des années sans doute. Quelle était sa pathologie? Mystère. Quelle avait été sa vie? Mystère. Il devait avoir environ 50 ans, et était plutôt en bonne forme physique. Je me souviens aussi de Marie-Louise. Elle, c'était l'ascenseur. Elle demandait perpétuellement à être accompagnée jusqu'à l'ascenseur afin de pouvoir retourner à l'étage. Une fois en haut, elle redescendait par les escaliers et revenait formuler sa demande. Ainsi elle aussi toute la journée. Nous mangions en réfectoire. La nourriture n'était pas très bonne, mais ça allait. J'aimais finalement assez cette ambiance. Je me sentais plus spectateur qu'autre chose. Il y a eu quelques dérapages. Une fois j'ai été attaqué par un patient que je connaissais pourtant bien et avec qui j'avais plus ou moins sympathisé. Il était sorti depuis quelques jours. De retour, me voyant dans le couloir, il a voulu me sauter dessus. Il n'eut par la suite aucune explication à son geste. Je me souviens aussi d'un jeune black qui m'a soufflé un jour vouloir tuer quelqu'un. Mais l'incident le plus important à mon goût vint d'un infirmier de nuit qui a voulu faire du zèle. Il y a eu incident et certains ont été enfermés en isolement. Le lendemain, le médecin a écouté tout le monde, moi compris, et c'est l'infirmier qui a finalement été rappelé à l'ordre. C'était un bon médecin, assez jeune encore, pas trop abîmé je pense. Je crois que je suis resté 1 mois et demi en tout. À la fin, me sentant bien, j'ai même demandé l'arrêt des antidépresseurs. Le médecin m'a suivi. Il faisait beau, j'étais souvent dans le parc, je suis sorti dans de bonnes conditions. La vie après la mort. Cette phase d'hospitalisation avait duré plus d'1 année, et je me retrouvais finalement à vivre chez mes parents, tout en montant par le train à Paris pour voir le psychanalyste. J'avais désormais 22 ans. C'est beaucoup 1 année, surtout à cet âge où les destinées semblent se construire. Je voyais Jérôme de temps en temps, Claire et Natalia aussi avec qui il avait gardé contact. Je relisais, je n'allais pas si mal. Je pouvais de nouveau rire et ne tombais plus vraiment dans des conflits nauséabonds. Ma sœur qui vivait à Paris et que je visitais aussi me proposa bientôt de vivre avec elle dans son petit 2 pièces qu'elle louait près du métro Arrêt-Métier à Paris. Je la remercie pour cela. Durant de longues années, ma sœur a été près de moi à m'aider. Ce sont des jours finis, mais je n'oublierai pas cette période et cette aide. Je ne faisais rien de précis. Je réapprenais à vivre, juste à vivre,
c'était bien suffisant. Il fallait aller étape par étape. Et que faire? La prépa c'était loin, et les inscriptions universitaires déjà faites. Travailler? Trop tôt sans doute. Non, il fallait me réhabituer au monde, simplement à vivre. Une autre vie commençait. J'avais vécu ça que les autres ne peuvent comprendre. Je suis retourné voir le psychiatre qui m'avait aidé au départ, et j'ai vite laissé tomber l'analyste, que je ne pouvais d'ailleurs payer qu'avec l'argent de mes parents. Je vivais, je pense, alors avec un petit budget, comme si j'avais été étudiant. J'allais souvent au cinéma. Le cinéma a longtemps été une passion passive importante dans ma vie. J'ai ressenti, adolescent, de nombreuses émotions en allant au cinéma. Je pense que c'est important d'ailleurs, que cela m'avait construit légèrement différemment des autres. Les émotions se forment aussi devant les écrans de cinéma, c'est certain. Je lisais de nouveau un peu, et surtout, tenais des petits carnets à spirale où je déposais un peu mes pensées. Je sortais aussi avec un ami du lycée, que j'avais retrouvé par hasard, un heureux hasard. Nicolas. Nous allions souvent dans le même bar, près de chez son ami. Toute une petite troupe de jeunes passait, et dans ce bar et souvent dans cet appartement. Beaubourg aussi, j'avais pris un pass à l'année. À mon âge, ce n'était pas cher. J'allais au musée, aux expositions. Je me souviens très bien de Tony Cragg, sculpteur anglais que j'ai suivi par la suite, mais aussi beaucoup à la bibliothèque. C'était avant sa réfection. Il y avait moins de monde, pas cette pénible queue à faire dorénavant. L'année est passée facilement ainsi, et l'idée a germé d'aller m'inscrire l'année suivante en psycho à la fac, pour essayer notamment de comprendre ce qui m'était arrivé, mais aussi parce que ce sujet, la psychologie, était devenu par contrainte, dirons-nous, le principal de mes réflexions. J'avais de plus la possibilité de ne suivre que les modules relatifs à la psycho. De par mon passage en maths spé, 7 sur 12, le DUG en une année donc. J'avais aussi trouvé un petit job de surveillance dans une école primaire de Montmartre. Je faisais la surveillance du repas de midi, puis la cour, et les études 2 fois par semaine. Très vite à la fac, j'ai eu envie de retourner voir un analyste. À cette époque, je ne prenais plus de médicaments. J'étais sorti de l'HP clean, pourrait-on dire. L'année de fac. Très vite, je ne suis plus allé aux travaux dirigés. Seul celui de psychologie générale a survécu. C'était mi-philo, mi-psycho, car dirigé par une femme philosophe d'abord et psychanalyste de surcroît. Je pense qu'elle se souvient de moi. J'étais presque le seul à la suivre sur son domaine et ça lui plaisait. J'ai présenté un jour un travail sur la mémoire, d'après Funès ou la mémoire de Borges. Borges est plus important que l'on croit, notamment pour les psys. C'était amusant de présenter cela à cette petite assemblée. Elle m'avait mis 18. Je suppose que c'était réussi. Ah si, j'allais aussi aux travaux dirigés de Joël Dor. Ses cours en amphi étaient les plus prisés. Il passait son temps à fumer des cigarettes et à expliquer la psychanalyse comme si c'était agi de mathématiques et de démonstrations. J'aimais ça. À fond dedans il était, comme dans une science cartésienne et empirique. Lacanien comme aucun autre des professeurs, il entretenait une allure forte mais sombre et sans espoir. Le tabac a dû tout simplement finir le travail commencé car je sais qu'il est décédé depuis. Il considérait la voie lacanienne de l'existence des structures comme un fait, et parlait ensuite des hystériques ou des pervers comme si c'était agi de groupes autonomes possédant certaines caractéristiques. Par exemple, l'hystérique ne sait pas faire un choix. Je parlais très peu aux autres. Je me souviens de quelques filles. C'était d'ailleurs très féminin. J'allais aux amphis en principe. Tout n'était pas intéressant, loin de là. Il y avait des trucs où je n'allais jamais. Psychométrie par exemple. Et questions professionnelles. En fait, je me suis vite aperçu qu'il fallait aller à tous les travaux dirigés car ils comptaient de moitié dans l'obtention de chaque module. Je ne pouvais donc de toute façon pas les décrocher, mais je continuais à aller régulièrement dans les amphis, et ce toute l'année. C'est évidemment la psychanalyse qui est intéressante dans tout cela. Il faut défendre Freud. Il était brillant. Beaucoup de choses sont importantes chez lui. Il a mis le doigt sur beaucoup de vérités, mais a surtout su trouver des mots pour les décrire. Je suis d'accord avec lui sur la mélancolie en tant que perte du moi, deuil du moi en quelque sorte. Car oui, le mélancolique c'est le moi qu'il a perdu. Lacan c'est plus amusant et plus compliqué. C'est là que l'on entre dans une tentative de mathématisation de la psychanalyse. Avez-vous déjà vu ces dessins et formules semblables à de la mathématique, comme des équations mathématiques?
ne m'y suis pourtant pas plus penché que cela. J'en ai le regret car la topologie dont il s'inspire beaucoup était ma matière préférée des mathématiques. Je me souviens que c'était le premier trimestre de maths sup. J'étais second à ce moment-là. J'ai toujours aimé les mathématiques. C'est un univers, un autre univers, et pourtant c'est cet univers, avec même un autre langage, fait de symboles mystérieux avant qu'ils ne vous soient révélés. Il y avait l'école primaire aussi. Les enfants sont pleins de lumière et j'en recevais beaucoup. Merci à eux. En plus, au début, avec la nouveauté, dirons-nous, ils m'adoraient. Dire qu'ils sont devenus adultes désormais, comme cela est étrange. Ils seront toujours enfants pour moi. Il serait pourtant amusant de voir ce que la vie a fait d'eux, et pour les plus chanceux, ce qu'ils ont fait de la vie. Cela me ferait très plaisir d'en revoir certains. Tout se passait bien à ce niveau-là, donc. La directrice me faisait grande confiance et me faisait parfois même faire la classe lorsqu'une de ses instits était absente. Souvent après le repas de midi, j'allais passer le temps au cinéma Wepler, ou dans les friperies autour de la place Clichy en attendant de reprendre l'étude du soir. Parfois, je voyais mes amis, 4 ou 5 surtout, j'allais souvent nager, et je faisais de la photographie. Je chassais, à travers Paris, toutes ces œuvres éphémères qui l'embellissent. Ménager, Nemo et Mystique notamment. Les graffeurs. Cette année-là, quand j'ai commencé à tenir un journal intime, en plus des carnets, souffrance quotidienne surtout, le mélancolique était devenu dépressif chronique et s'en satisfaisait peu. Mais écrire m'a aidé. Une façon d'observer la pensée et d'en faire quelque chose. J'ai vite eu envie de retourner en analyse. Cela me paraissait une voie possible, pour m'écarter de mes mots, et peut-être enfin les comprendre. Le mathématicien voulant des raisons et des processus. Le premier rendez-vous date de janvier. Fin de la partie numéro 2. Vous pouvez, si vous préférez le lire, le chercher sur Amazon. Nemopod. N-E-M-O-P-O-D-E. N-E-M-O-P-O-D-E. Vous pouvez aussi cliquer sur le lien qui mène dans la description de cette vidéo. Je vous remercie et vous dis à la prochaine partie.